D'accord. Mais en fait, donc vous, contrairement à ce que tout le monde dit aujourd'hui, les Français ont quand même une certaine responsabilité dans cette tragédie Ah, tout palestinienne. à fait, tout à fait. Et alors, ils ont encore une autre responsabilité, à mon avis, qui est aussi, alors, qui a l'air de rien, mais qui est importante, c'est que lorsque on se réunit à la conférence de San Remo, Ah, je vous en prie. qui va se dérouler d'ailleurs le 24 avril 1920, on va parler de la Palestine, non pas du tout pour remettre en cause le mandat, puisque tout le monde était d'accord pour que ce soit l'Angleterre qui ait le mandat, mais pour préciser certaines questions. Et en particulier, il y a deux motions qui sont opposées. La motion anglaise, parce que vous savez que dans la fameuse déclaration de Balfour, il y avait qu'on ferait un foyer national juif à condition de respecter les conditions sociales, à condition de dire les droits civils et religieux des communautés non juives. Ça c'est marrant d'ailleurs parce que vous remarquerez qu'on ne cite même pas ces communautés. On parle par la négative, comme si elles n'existaient que, disons, de façon minorée. On aurait pu mettre aux chrétiens, aux musulmans, parce que c'est avec ces deux communautés-là qui existaient là-bas. Non, non, aux communautés non juives. Et alors, il y avait un autre texte qui était opposé, c'est celui des Français, qui disait « sous réserve des droits politiques, civils et religieux des communautés non juives ». Alors, entre les deux textes, vous n'avez qu'un petit mot de différence, mais un mot qui est capital, c'est le mot « politique ». Oui, oui, oui. Et pourquoi est-il capital? Bien, tout simplement parce que Weizmann et Sokolov, qui étaient là, qui étaient aussi à San Remo, qui n'étaient pas dans la conférence, bien sûr, mais qui surveillaient étroitement le plénipotentiaire anglais, ne voulaient absolument pas que figure le mot politique. Parce que politique, ça voulait dire droit de vote. Droit de vote, oui. Et à l'époque, en Palestine, vous aviez 90% de musulmans et de chrétiens, enfin 90% d'arabes, dirons-nous, et vous aviez 10% de juifs. Or, les juifs exigeaient en Europe d'avoir un droit de vote comme tout le monde, en particulier en Europe centrale. Et en Palestine, ils exigeaient de n'avoir aucun droit de vote. Eh bien, ça s'explique tout simplement par cela, par la différence de nombre dans chaque communauté. Car si on avait accordé le droit de vote aux Arabes, Oui, bah, qui, je vous le signale, étaient des gens très évolués à l'époque, car vous aviez beaucoup de missions religieuses en Palestine, et c'était les Arabes qui étaient les plus évolués de tout le Proche-Orient. Ben, si on avait donné le droit de vote à ces gens-là, ça en était fini du rêve sioniste. C'est absolument évident, parce que les Arabes, qu'ils soient juifs ou chrétiens, moi j'ai vu des tas de manifestes, il y avait des associations justement islamo-chrétiennes refusant catégoriquement le foyer national juif. Hein. Alors là, c'était unanimement refusé par les Arabes. alors, vous me permettrez que je fasse l'avocat du diable? Si vous voulez. Est-ce que c'est pas, est-ce que au 19, enfin, début du XXe siècle, est-ce que ce n'est pas normal que tous les peuples aient légitimement une terre à eux? C'est-à-dire que ma question est la suivante: en admettant que cette solution sioniste et cette tragédie palestinienne se soit mal passée, est-ce qu'il n'était pas possible que ça se passe bien? Et surtout, la question fondamentale, c'est pourquoi les Juifs n'auraient-ils pas droit d'avoir une terre comme tout le monde? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, les Juifs ont le droit d'avoir une terre comme tout le monde, mais à condition de ne pas en chasser les autres. Or, vous savez qu'était le slogan des sionistes au début du XXe siècle: à un peuple sans terre, il faut une terre sans peuple. Mais ils prétendaient que dans la Palestine, c'était une terre sans peuple. Oui, c'était un désert, mais oui. Mais en réalité, il y avait quand même plus de 600 000 personnes. Parce que la Palestine, c'est pas la France quand même, c'est pas aussi étendu que la France. 600 000 personnes à l'époque, c'était déjà très peuplé. Donc, les Juifs se sont installés en Palestine, tout simplement en chassant leurs légitimes propriétaires. C'est si vrai d'ailleurs que, à la fin de mon texte d'ailleurs, à la fin de peut-être pas de mon livre, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis dans le livre, vous avez un texte dès 1895, un texte de Théodore Herzl, dans son journal, du 18 juin. Nous tenterons d'encourager la population miséreuse, arabe miséreuse bien sûr,
à passer la frontière en lui procurant de l'emploi dans les pays de passage, tout en lui refusant tout travail dans notre pays. Notre pays, c'est la Palestine, hein. C'est déjà à lui. Bon. Le double processus d'expropriation et de déplacement doit être mené de façon à la fois prudente et discrète. Que les propriétaires fonciers s'imaginent qu'ils nous roulent et nous vendent leurs biens à des prix exagérés, nous, pour notre part, nous ne leur revendrons rien. Donc vous voyez déjà, tout est prévu. Et vous avez aussi un autre texte qui est très intéressant, un texte de Ben Gourion qui écrit à son fils en 1937, « Les Arabes devront s'en aller ». C'est clair et net. Mais si on part du principe qu'il doit y avoir une terre, on les mettait où alors? Oui, mais cher monsieur, moi, si je pars du principe que je dois avoir un bel appartement, si je viens chez vous, quand je vois que votre appartement me plaît, et je commence par m'y installer. Et ensuite, je vais dire, bah, vous êtes un brave garçon, écoutez, moi, j'aimerais bien avoir mes aides, alors je vais vous foutre à la porte, coup de pied au cul. Peut-être ne serez-vous pas d'accord avec mon raisonnement, et surtout avec ma manière d'agir. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Palestiniens. Ça, je suis d'accord, mais en admettant qu'ils n'avaient pas fait ça, c'est-à-dire ce côté outrancier, Oui. on les mettait où concrètement? Ben, on leur avait proposé l'Ouganda, vous savez que Chamberlain... Oui, mais l'Ouganda c'est pareil, pourquoi les pauvres Ougandais vont avoir les Juifs Parce qu'à l'époque, l'Ouganda, il n'y avait pas un nombre incroyable de gens. Puis on leur a proposé aussi l'Argentine. Enfin, il y a certains qui m'ont proposé l'Argentine. Vous savez, dans la pampa argentine, l'Argentine, il y a quand même de la place. Hein, bon. Mais là, ils ont été se fourrer sous prétexte que c'était une terre qui était à eux depuis 2000 ans. Enfin, il y a 2000 ans que c'était... c'est pas depuis 2000 ans, quand depuis 2000 ans, ils ont été partis. Hein. Bon. Vous avez des gens qui s'étaient installés. Qui étaient installés depuis toujours, parce que les Palestiniens, je vous signale que ce sont les héritiers des Philistins. Hein. Eh bien, ces gens-là étaient chez eux. On arrive, on commence par les expulser. Et de façon brutale. Parce que, comme je le dis très bien, juste après la conférence de San Remo, les Anglais ont nommé un sioniste comme haut commissaire là-bas, et ils ont pris un certain nombre de mesures. D'abord, seuls les Juifs ont été habilités à être dans les Special Forces, c'est-à-dire armés. En plus, les Anglais, pour faire soi-disant des économies, ont diminué de moitié les salaires des fonctionnaires. Or, comme les Arabes avaient beaucoup d'enfants, ils ont été obligés de démissionner, alors que les Juifs se faisaient compenser leur salaire par de riches, tout simplement de riches associations juives. Et enfin, ils ont eu la majorité à la Cour suprême palestinienne. D'accord, mais... Et tout a été fait pour qu'ils s'emparent de la Palestine. Ça ne pouvait pas marcher. Alors, je vais vous poser une autre question, toujours en me faisant un peu l'avocat du diable. À la lecture de votre livre, on a l'impression que les Juifs, enfin du moins les sionistes, sont beaucoup plus intelligents que les autres, parce qu'ils arrivent un peu à gagner, à manipuler tout le monde, à tel point qu'en page 116, vous dites « Ainsi les sionistes surent-ils tirer admirablement profit des difficultés financières de l'Angleterre pour faire avancer leur projet. Non seulement ils avaient su gagner à Londres des avocats puissants, mais ils avaient manœuvré habilement en France, en Italie, au Vatican et aux États-Unis pour le faire triompher. Alors qu'il y a peu, personne n'aurait misé un sou sur la réussite de leur projet, mais leur pari est en train de pas de réussir. » La question que j'ai envie de vous poser, c'est que comment se fait-il qu'une communauté de personnes, qu'un peuple disséminé sur toute la terre, alors qu'il n'avait pas grand-chose, ait pu du jour au lendemain s'approprier une terre qui n'était pas à eux? Est-ce qu'on peut en conclure que les Juifs sont plus intelligents et meilleurs que les autres? Ah ben, les Juifs, effectivement, sont en général intelligents. Hein. Et on ne peut pas leur refuser cela. Et puis, ils ont un allié très puissant, c'est l'argent, c'est l'or. Quand vous avez l'argent avec vous, vous savez, vous pouvez acheter beaucoup de choses. La force des Juifs, ça a été... regardez pourquoi est-ce qu'ils ont tenu l'Amérique. Ils tiennent l'Amérique par la puissance de leurs banques et tout ça. N'oubliez pas que quand on vous parle de la Réserve fédérale banque, la banque de Réserve fédérale, la plupart des Français s'imaginent que c'est comme la Banque de France. C'est pas vrai du tout. Oui. La banque de Réserve fédérale, c'est une banque qui est composée de 13 banques juives, la plupart. Oui. 7 banques juives, 6 banques protestantes. Ouais.
Donc c'est un truc privé, en vrai, privé et aux mains des Juifs pour l'essentiel. Alors, Ça vous donne une capacité extraordinaire. oui, de corruption, de pression. Ah bah Mais oui. alors aujourd'hui, concrètement, cet entretien touche à sa fin. J'ai encore deux, trois petites questions. Comment on règle ce problème palestinien? Comment nous, Français, par exemple, patriotes français, royalistes français... Écoutez, moi, je voudrais vous montrer, avant de terminer, simplement, ce qui s'est passé depuis 46. Vous voyez, vous avez ça, c'est la Palestine en 46, avec les petites communautés juives, bien sûr, et l'essentiel, c'était palestinien. Après, disons, la séparation de 47, c'est-à-dire après que l'ONU ait fait le partage. Alors, vous avez là, ça, la Palestine les Palestiniens en noir, et le reste, c'est aux Israéliens. Puis après, en 67, et puis maintenant. Alors maintenant, vous voyez, vous avez des petits bantoustans de rien du tout. Hein, et ça, c'est en l'an 2000. Alors, il doit en rester encore, les bantoustans doivent s'être réduits encore, puisque les autres colonies grignotent au fur et à mesure. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs n'ont aucun intérêt, enfin les Israéliens n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait évidemment un accord entre eux et puis les Palestiniens, puisqu'au fur et à mesure, il suffit d'attendre, de grignoter, et un jour on leur dira, mais puis il n'y a plus rien à traiter, puisque vous n'avez plus rien du tout. Voilà. Bon, c'est vrai que quand on voit cette carte, c'est très révélateur. C'est révélateur, et puis on voit l'injustice. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut régler, est-ce que si demain nous, les royalistes français, nous reprenons le pouvoir, comment on peut régler ce conflit? Parce qu'à un moment, il faudra bien régler le conflit. Et la première chose pour régler le conflit, c'est déjà de commencer par être impartial. Or, les pays occidentaux ont toujours été partiaux. C'est clair et net. Pour moi, c'est aveuglant. Parce que, regardez, aujourd'hui, on exige que l'Iran se soumette à la moindre résolution de l'ONU. Moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, qu'on en exige autant pour les Israéliens. Les Israéliens, quand il y a une résolution de l'ONU qui ne leur plaît pas, ils la foutent à la vanette. Et en général, c'est le cas des 9 sur 10 des résolutions. Mais par contre, quand il y a une résolution qui est en leur faveur, alors là, c'est absolument sacré. Voilà. Il y a donc 2 poids, 2 mesures. C'est d'une évidence aveuglante. D'ailleurs. Mais alors, d'accord, mais comment? Alors, mais une fois qu'on a dit ça, alors si demain on essaie d'être impartial ou impartiaux, comment on règle ce problème? À mon avis, il faut déjà exiger. Il y a une première chose, c'est que vous avez eu un partage qui s'est fait sans l'accord des Palestiniens en 1947. Et déjà, commençons par en revenir au partage de 1947. Puisque vous avez une majorité palestinienne, à l'époque il y avait une majorité, je vous rappelle qu'il y avait quand même presque 900 000 Palestiniens et 550 000 Israéliens. Aux 550 000 Israéliens, on a donné 55% des terres et on a donné les meilleures terres. Et non seulement ça n'aura pas suffi, mais ils ont foutu à la porte les Palestiniens, vous comprenez, chez eux, hein, et ils ont chassé et tout. Alors, il faut commencer par exiger que les Palestiniens puissent revenir chez eux. C'est le droit au retour. Il faut exiger le droit au retour des Palestiniens. Il faut exiger que les Palestiniens retrouvent leurs terres d'avant 1947 et retrouvent le territoire qui leur a été donné par l'ONU déjà avant 1947. Alors que ce territoire était déjà insuffisant, mais actuellement c'est vraiment scandaleux. Regardez ce qui se passe actuellement. Gaza est un véritable camp de concentration où vous avez 1 500 000 personnes qui vivent dans un espace ridiculement étroit. C'est un camp de concentration puisque vous avez des barbelés du côté de la terre et du côté de la mer, vous avez des bateaux qui empêchent tout commerce maritime avec Gaza. C'est véritablement scandaleux. Alors, que les Occidentaux, qui font mine de défendre les droits de l'homme, commencent d'abord par les défendre là-bas. Parce que ça fait quand même plus de 60 ans que ça dure, cette plaisanterie. Et ça n'a l'air d'émouvoir personne. Car vous remarquerez que les États-Unis soutiennent indéfectiblement Israël. Il faudrait quand même, peut-être, être un peu plus objectif
vis-à-vis des Palestiniens. Parce que c'est véritablement scandaleux ce qui se passe. Scandaleux, vous comprenez? Quand on accuse les Palestiniens d'être des terroristes, mais en fait, le véritable terrorisme, c'est le terrorisme d'État imposé par les Israéliens. Oui, puis validé par toutes les puissances occidentales. Voilà, évidemment. Évidemment. Mais alors aujourd'hui, par exemple, si beaucoup de gens vous diront que l'islam est une menace, qu'en France il y a beaucoup de musulmans, donc il est compréhensible qu'on soit plutôt anti-musulman, voire pro-sioniste, parce qu'en Israël ils ont le même problème que nous. Est-ce que Alors moi je leur répondrai ceci simplement. Est-ce que ce sont des avions arabes qui bombardent la Dordogne ou bien la région parisienne? Moi je crois plutôt que ce sont des avions européens ou des avions américains ou sionistes qui bombardent la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, etc., etc. C'est nous qui allons emmerder ces gens-là. C'est nous, au nom d'un néocolonialisme, qui allons nous interférer dans toutes leurs affaires privées. Alors, deux choses l'une. Ou bien on a reconnu l'indépendance de ces pays-là, et soyons logiques, que laissons ces pays faire ce qu'ils veulent. Oui. Ou bien on n'a pas reconnu leur indépendance, ou bien c'est une indépendance fictive, et à ce moment-là, disons-le. Et regardez ce qui s'est passé en Libye. Vous avez un très bel exemple. Voilà un pays, bien sûr, il n'y avait pas une liberté absolue. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Kadhafi n'était pas un petit saint. Mais enfin, son peuple était heureux. Ils n'avaient pas d'impôts. Ils avaient la sécurité sociale gratuite. Puis les soins médicaux gratuits. Quand vous achetez une voiture, l'État vous financez la moitié de votre voiture, ainsi que de votre logement. L'essence était à 17 centimes par litre. Regardez ce que les Français et les Anglais ont fait, aidés par un certain nombre de pays européens. Sur instigation, bien sûr, d'Israël, parce qu'Israël est derrière de toute cette affaire-là. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy l'a dit. Bernard-Henri Lévy l'a dit que s'il avait poussé au massacre des Libyens, c'était parce qu'il était en partie, parce qu'il était sioniste. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons détruit un pays. C'est formidable, ça. Et après, nous avons donné des leçons aux autres. Après, nous allons nous étonner que ces gens-là viennent chez nous. Mais ces gens-là, c'est normal. On a détruit leur pays. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on détruit leur pays? En quel honneur les Occidentaux se permettent-ils, par exemple, d'aller tous les jours faire des massacres au Pakistan, en Afghanistan? Pourquoi a-t-on été détruire l'Irak et tout? Pour les droits de l'homme. Oui, pour les droits de l'homme, oui. On envoie des bombes avec droits de l'homme dessus en disant c'est formidable. C'est une honte. Alors, Monsieur Prévost, cet entretien touche à sa fin et je voudrais finir sur une citation qui introduit votre livre, une citation qui est, comme tout le reste du livre, très éclairante et qui dit vraiment ce que ça veut dire. Il n'y a pas de doute quant à l'interprétation de cette Première Guerre mondiale. Avec, là pour le coup, on voit qui est le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale et même qui est le vrai vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est un discours d'André Speer, qu'on ne présente pas, du 14 juin 1920, qui dit « Nos frères juifs vont pouvoir féconder de nouveau la vieille terre de la Bible. Ils le devront au sang de tous les soldats de l'entente, aussi bien du petit soldat belge qui défendait Douvres en défendant Ypres, et Calais que du poilu français. » Oui, eh ben on peut dire qu'on a été les rois des cocus. Ben écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie.